Bonjour à tous, bonjour Antoine. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine. Donc, on s'est déjà un peu parlé sur LinkedIn, on a déjà un peu échangé au téléphone et je me disais que tu étais un profil intéressant pour venir à présenter justement sur la chaîne. En parlant de ça, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté cette interview? Déjà, merci beaucoup, Paul, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi, ça fait plaisir. Donc moi, c'est ça, je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans, je viens de terminer mes études, j'ai fait 2 ans de freelance en tant que SEO pendant mes deux dernières années d'études. Mhm. Euh, et là, j'ai lancé mon agence il y a maintenant 8 mois, SEO Monkey, une agence spécialisée donc, en référencement naturel. On est basé à Lille, Ok. globalement. Ok, super, top. T'en avais marre du freelancing, tu t'es dit je veux passer à autre chose ou j'ai trop de clients. Comment ça s'est passé un peu le switch pour rentrer direct dans le vif du sujet? Ouais, en fait, on a eu une grosse opportunité cette année, c'est de pouvoir recruter des alternants avec une aide assez importante de l'État. C'est Et j'ai sûr. voulu en profiter. Malheureusement, en tant que micro-entreprise, tu peux pas recruter. Mhm. Tu dois travailler tout seul. Donc, j'ai directement choisi de passer en agence et de m'entourer. Donc, j'ai tout de suite pu m'entourer, donc, en l'occurrence, dès le début, d'un graphiste et d'une web rédactrice. Et ça m'a quand même pas mal aidé. Ouais, c'est sûr. Bah, surtout la rédaction, ouais. Si tu devais tout faire tout seul à la main, à mon avis, il te reste peu de temps après, quoi. C'est clair. Et pourtant, j'en fais encore beaucoup, hein. C'est une de mes Ouais, activités principales lorsque je travaille pour mes clients. ok, Création de... ok, top. Du coup, donc agence 100% SEO, si j'ai bien compris. Euh, pour toi, qu'est-ce que le SEO et qu'est-ce que ça représente? Alors moi, j'ai commencé à m'intéresser au SEO lorsque j'étais en deuxième année, donc ça fait déjà 4-5 ans. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte du potentiel du SEO lorsque j'ai commencé à vendre sur Internet en faisant du Google Ads. Donc Mhm. j'achetais, en fait, je faisais du SEA, j'achetais des positions sur Google et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de venir me positionner plutôt que d'acheter, pourquoi pas essayer d'avoir du trafic organique gratuit. Ouais. J'ai commencé à me renseigner un petit peu. J'étais sur une niche assez peu concurrentielle. Donc, en appliquant les bonnes méthodes, je me suis positionné assez rapidement, en quelques mois. Et je me suis rendu compte du potentiel en fait SEO qui aujourd'hui est relativement peu exploité si on compare à d'autres niches marketing comme par exemple du Facebook Ads. Ouais. Et en effet, c'est quelque chose de très intéressant si on veut faire de la prospection d'une part, et aussi si on veut capitaliser en fait sur sa marque. C'est un peu la différence avec la publicité. Faire du SEO, c'est vraiment capitaliser. C'est-à-dire qu'on va à la fois créer du revenu passif, comme le ferait pour de la publicité. Et Mhm. encore, parce que sur une publicité, on doit souvent faire des modifications sur le business manager. Mais aussi voilà, avoir son site, typiquement un site bien référencé et revendable, alors que ce n'est pas le cas pour une campagne publicitaire qui, dès qu'il n'est plus rentable, on doit la couper. C'est vrai. C'est vrai que l'aspect revente est assez peu cité, je trouve, dans les avantages du SEO, qu'on entend souvent. Mais c'est vrai que c'est un super aspect. Bon, après, ça dépend des entreprises. Si une entreprise, toute son activité tient sur son site et que les salariés sont nourris, entre guillemets, par le site, il n'y a pas d'objectif de revente. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui aurait plusieurs sites, par exemple, ou qui voudrait changer de business model, quoi que ce soit, ça peut être super intéressant. Euh, D'ailleurs, bon, tu as un peu répondu déjà à cette question, mais si tu as d'autres idées, selon toi, pourquoi est-ce que les entreprises devraient-elles s'intéresser au SEO? C'est vrai que j'ai déjà un petit peu répondu, après on peut rentrer plus dans le détail. Pour moi, toute entreprise devrait s'intéresser au SEO parce qu'aujourd'hui, il y a une brèche en termes de concurrence sur certaines Mhm. niches, il y a de la Ouais. place. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je pense que dans 5 ans, ça sera déjà beaucoup plus concurrentiel, sachant que le SEO, c'est vraiment, pour le coup, une compétition, c'est pas comme la publicité. Là, on est vraiment sur une course. Donc là, il y a vraiment une brèche qu'il faut exploiter. Pour moi, c'est une opportunité qu'il faut saisir dès maintenant. Et voilà, donc la deuxième raison, c'est pour tout simplement monétiser votre activité, que vous Mhm. vendiez des produits ou que vous vendiez des services. Être en premier sur Google, c'est de faire de l'inbound marketing, c'est-à-dire que c'est les gens qui viennent à vous, ils vous recherchent en fait.
Donc c'est du trafic qualifié et si vous êtes positionné, ça va vous apporter forcément du business et c'est quelque chose, à mon avis, sur lequel il faut se pencher le plus tôt possible parce que le SEO, c'est vraiment une machine qui prend du temps. C'est en gros diesel et donc plus on s'y met et mieux c'est. J'ajouterais aussi que une machine dont il peut être un peu dur au départ de comprendre les codes et le fonctionnement. Et en fait, ça nous emmène un peu à la prochaine question. C'est pour toi, est-ce que tu aurais une règle d'or ou plusieurs règles à appliquer pour progresser en bonne et due forme niveau SEO? Bah, il y en a plusieurs. Déjà, le SEO, c'est trois grands piliers. C'est le pilier technique, le pilier contenu et le pilier popularité. Mhm. Donc la technique, la règle d'or, c'est tout simplement savoir faire un site. Faut oublier des fois les mots techniques, le balisage, le netlinking. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut paraître compliqué. Tout simplement, faites un beau site avec un bon parcours utilisateur et un bon UX design. Pour ce qui est du contenu, c'est sûrement la chose la plus importante en SEO. C'est tout simplement créer des pages intéressantes, des pages, voilà, faites en sorte que quand les gens fassent une requête, si votre site est positionné, lorsqu'ils cliquent sur votre site, bah, que ça soit pertinent pour eux. Répondez à leurs questions ou offrez-leur ce qu'ils veulent voir. Créez beaucoup de contenu parce que Google adore le contenu. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'être spécialiste en SEO. En fait, c'est un travail je dirais presque de journaliste, de copywriter, en fait, finalement, ou C'est de clair. designer. Et enfin, pour ce qui est du pilier popularité, faites en sorte tout simplement qu'on parle de vous en dehors de votre petite sphère. Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser à la fois les réseaux sociaux, même si c'est quelque chose qui n'est pas directement pris en compte par Google parce que les liens provenant des réseaux sociaux sont d'Isolo, mais c'est quand même important. Et faites ce qu'on appelle du netlinking. Donc ça, vous pouvez par exemple passer par une agence SEO pour faire du netlinking entre guillemets artificiel qui va vous permettre de tout de suite avoir des résultats très rapidement. Mais vous pouvez aussi voilà, utiliser les différents médias, faire des podcasts, comme je suis en train de le faire actuellement, faire du bouche-à-oreille, contacter des gens, faites en sorte qu'on parle de vous et il y aura des liens en fait, qui vont pointer vers votre site tout à fait naturellement. Et voilà, donc c'est trois grands piliers du SEO. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que pour en revenir à l'aspect contenu qui, comme tu l'as dit, est assez primordial, euh, j'ajouterais aussi que, en fait, en SEO, on parle souvent de sémantique, d'optimisation sémantique, de ciblage de mots-clés, etc. Je pense que c'est une chose, mais en vrai, qui de mieux placé pour placer, entre guillemets, intégrer toute la sémantique d'un sujet dans un article qu'une personne qui justement est experte dans ce domaine-là et qui sait en parler, qui en plus du coup va faire un article qui aide vraiment les lecteurs, etc. Donc je pense que c'est un point. Et aussi, j'ajouterais qu'il y a quand même, à la limite, sur le contenu, la seule limite que quelqu'un qui est vraiment, qui connaît pas vraiment le SEO pourrait avoir, c'est au niveau peut-être de la stratégie de ciblage des mots-clés en amont, avant de rédiger, savoir un peu là où il y a le moins de compétition, là où il y a une bonne intention de recherche, etc. Ça, à la limite, c'est peut-être des choses qui, voilà, qui peuvent un peu freiner et où on peut avoir besoin, notamment d'une agence, d'un freelance ou que sais-je. Et, Ça, c'est clair. hmm. Et du coup, si on rentre un peu plus dans ton profil donc de CEO d'agence SEO, quels sont, toi, les principaux challenges auxquels tu es confronté en tant que dirigeant, en fait? Parce que t'as été freelance pendant plusieurs années, etc. Tu as dû quand même voir un changement. Si on sort un peu du cadre du SEO, peut-être au niveau du management, des premiers recrutements, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse et je pense qu'ils peuvent intéresser d'autres personnes. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus, ce serait top. Bah, avec plaisir. Bah, c'est vrai que travailler avec une équipe, c'est différent que de travailler tout seul. Ça apporte beaucoup de confort, surtout lorsqu'on sait ce qu'on fait, parce que lorsqu'on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on doit, entre guillemets, externaliser, automatiser. Mhm. Là, je pense que la bonne réponse, c'est ne pas aller trop vite. Euh, Nous, typiquement, actuellement, on est 5 dans l'agence et je sens que ça va vite. Et Ouais. je sens que ça commence à être compliqué de gérer tout le monde individuellement comme on peut le faire lorsqu'on est 3, par exemple. Donc l'idée, je pense que c'est ne pas aller trop vite, recruter lorsqu'on doit recruter, lorsqu'on a suffisamment de demandes entrantes.
Ouais, Et il y a quand même un challenge différent lorsqu'on est en agence que lorsqu'on est freelance, c'est qu'on a des charges. Et ouais. donc, il faut assurer d'un point de vue finance, il faut assurer pour tout le temps avoir suffisamment de clients, de clients pour ne pas avoir de problème à la fin du mois pour régler ces charges-là. Ouais, c'est sûr. C'est- Et à un moment, en fait, je me suis mis à ta place, ou du moins, je me suis mis à la place de quelqu'un qui vient de lancer son agence, qui fait ses premiers recrutements, etc. Je me dis que ça doit vraiment pas être évident, parce que j'imagine que, enfin, c'est logique, le moment où tu décides de recruter tes premiers salariés, alternants, stagiaires, que sais-je, c'est un moment où tu as quand même beaucoup de clients, tu as un bon fonds de roulement, etc. Mais tu dois toujours avoir un peu cette appréhension de dire si je perds, enfin, si les contrats se terminent, si j'arrive pas à retrouver, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, enfin, je me dis, c'est vraiment une décision, même si je pense évidemment tu joues le plus safe possible là-dessus, et tu dois faire plusieurs calculs, plusieurs estimations, etc. Tu dois vraiment bien te visualiser à long terme. Je me dis que c'est quand même une décision courageuse au final de se lancer là-dedans et de se dire, bon, bah, de toute manière, voilà, j'ai X clients, si ça se termine, moi, je sais prospecter derrière, je sais faire ça, j'ai un branding qui me permet d'avoir des clients. Enfin, faut quand même le faire, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, après, comme on le disait au début, le SEO, c'est un avantage, c'est qu'on vient quand même capitaliser sur ce qu'on fait. Donc, ça grossit, ça fait effet boule de neige. C'est clair. Donc, normalement, on ne peut pas tomber de tout en haut vers tout en bas, enfin, entre guillemets, pour l'image. Hmm. Même si on a une petite chute, normalement, on a quand même voilà, capitalisé suffisamment sur son site ou sur sa marque ou sur ses clients pour pouvoir rebondir. Ouais. Euh, donc, ouais. Du coup, maintenant, c'est la question qui tue, la question un peu troll. Freelance ou agence? C'est-à-dire pour les clients ou pour, Non, pour pour un. toi. Non, non, oui, pour toi, pour toi. Bah, moi, c'est vrai que je préfère être en agence parce que c'est toujours plus sympa, je trouve, de travailler en équipe. C'est le côté un peu plus sympa voilà, on a des bureaux, on se voit le matin. Ça change un peu le quotidien que lorsqu'on est tout seul dans sa chambre. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ah ouais, c'est clair. En vrai, c'était un peu la question troll, parce que si tu avais répondu, oh bah freelance, hein, d'ailleurs, dans 2 semaines, j'arrête l'agence. Il y aurait eu un petit Ouais, ouais. souci. En SEO, du coup, on parle souvent de veille, parce que quand on est professionnel du SEO, bah, on est vraiment dépendant de l'algorithme, des changements d'algorithme. Euh, Comment est-ce que toi, ou comment est-ce que vous faites votre veille, du coup, à l'agence? Bah, c'est moi qui m'en occupe et en fait, je me forme. Ok, Je me forme régulièrement, je suis des chaînes YouTube, je suis dans des formations également. ok. D'autant plus que c'est pas le même travail de référencer un site, par exemple vitrine d'un site e-commerce. Mhm. Donc, en effet, on peut dire que la veille, elle est même double pour ça. Mais oui, de toute façon, il y a deux solutions. Soit on a suffisamment de clients, on va dire, pour faire nous-mêmes notre A/B testing. Et donc, par exemple, si on a 100 clients, on va pouvoir tester des techniques différentes et voir et faire notre veille en interne. Moi, c'est pas mon cas, donc je suis obligé d'aller chercher l'information ailleurs et d'aller suivre d'autres directeurs d'agence, d'autres fondateurs ou d'autres freelances, Hmm. voilà, des personnes qui écrivent sur le sujet. Ouais, complètement. C'est marrant aussi parce que sur LinkedIn, tu es assez actif. Moi aussi, j'essaie d'être actif. Mais c'est un truc de fou comme tous les SEO, freelance, agences confondus se suivent et interagissent un peu entre eux, bon, dans une moindre mesure forcément. Mais, mais je trouve que c'est marrant parce que c'est vrai que du coup, s'il y a un SEO qui sort une info avant tout le monde, bah, tu as tout intérêt à toi l'avoir vu si t'as pas en amont fait tes recherches sur ce sujet-là, quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que de toute façon, en vrai, il y a les flux RSS aussi, c'est pas mal. Je pense que je sais pas si tu utilises ça, mais pour suivre un peu les nouveaux articles de tes blogs préférés, tout simplement, qui parlent de SEO. Et les réseaux sociaux, c'est pas mal aussi. Bon, c'est plus condensé du coup, mais moi je sais que j'aime bien faire ça, en tout cas sur LinkedIn. Euh, En dehors des outils de veille, quels outils est-ce que tu utilises au quotidien et que vous utilisez chez SEO Monkey pour vos prestats clients, pour le SEO peut-être de votre site? Est-ce que vous avez des coups de cœur niveau outils? Bah, moi, j'ai un coup de cœur, et c'est bien pour ça que c'est un coup de cœur, c'est qu'il n'y en a qu'un, et c'est SEMrush.
Ouais. qui est vraiment super parce que c'est un couteau suisse. Je pense que les grosses agences, parfois, utilisent plusieurs outils différents. Mais quand on est une petite agence ou freelance, c'est quand même sympa d'avoir tout dans le même outil. Déjà parce que ça coûte moins cher, et en Mhm. plus parce qu'on perd moins de temps à se former, et on perd aussi moins de temps à switcher d'un outil à l'autre. Et donc SEMrush, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire. On peut tout faire dessus. Il y a des outils qui nous permettent de faire de la web rédaction, de savoir si on est bon au niveau des titles, au niveau des mots-clés. Il y a des outils qui nous permettent de faire les audits sémantiques, t'en parlais juste avant, pour savoir sur quel mot-clé on va venir se positionner, Ouais. pour savoir sur quelle niche on va venir targeter. Tu as des outils de backlink, donc ça, c'est des outils 100% SEO. Mais en plus de ça, maintenant, tu as des outils marketing digital un peu plus transverses, où en fait, tu peux faire des rapports sur des campagnes Facebook Ads, sur des campagnes Google Ads. Ouais. Donc, en gros, tu peux quasiment tout automatiser grâce à cet outil. Et franchement, c'est vraiment super. Et je pense qu'il a suffisamment le vent en poupe pour parier sur cet outil plutôt qu'un autre. C'est clair. Non, non, je suis assez d'accord. Surtout que moi, ça me fait marrer parce qu'à chaque fois que je regarde des vidéos YouTube, bon, ça parle pas toujours de SEO, mais j'ai toujours les pubs SEMrush tout le temps, tout le temps, tout le temps, genre analysez vos concurrents, machin et tout. Et c'est vrai qu'ils se vendent vraiment comme un outil all-in-one et j'ai l'impression qu'ils sont très, très agressifs sur la com, enfin, qui font pas mal de com, notamment sur YouTube. Mais c'est vrai que pour l'utiliser, c'est vraiment un super outil et même juste pour du suivi de position, des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Et je rebondirais aussi sur le fait que tu dises que, en gros, utiliser un outil, c'est peut-être un peu plus pratique. Et je suis aussi d'accord sur le fait que d'un outil à un autre, par exemple, les estimations de trafic vont peut-être changer, les estimations de position aussi. Il y a plein de choses comme ça. Les estimations de volume de recherche sur certains mots, ça va jamais être les mêmes. Et au final, on peut jamais trop dire cet outil a raison plus qu'un autre. Mais je pense que du coup, avoir un seul outil, c'est aussi un peu moins se prendre la tête. Après, à regarder aussi peut-être leurs algorithmes plus précisément, comment est-ce qu'ils estiment ça, ça, ça. Mais dans l'idée, à force d'avoir trop d'outils qui font peut-être la même chose, en partie en tout cas, on peut peut-être un peu trop s'embrouiller, je pense. Je pense que c'est un piège, quoi. Mais c'est vrai Surtout qu'SEMrush, c'est que hyper complet. je me permets juste de rebondir là-dessus, surtout que tous ces outils, finalement, ce sont des outils d'audit. Ouais. Donc c'est cool, ça permet. Je pense que je sais pas si je suis bugué ou pas. Non, non. Ouais. Ah, ok, parce que moi je te vois plus très bien, mais c'est pas grave. Ah Ouais, je mince. disais juste que tout ça, c'est des outils d'audit et finalement, le travail aujourd'hui en SEO, c'est plutôt de la pratique. Ouais, Et donc le but, c'est quand même de passer allez, 20% de temps à auditer et le reste du temps, oublier les outils et aller sur le site internet du client et venir le faire monter. Et pour ça, finalement, il n'y a pas besoin d'outils. Il suffit juste de mettre les mains dans le cambouis. carrément. Non, non, complètement. Et est-ce que tu utilises quand même des outils un peu de crawling comme Screaming Frog par exemple, la version gratuite qui peut être un peu sympa? Ou pas forcément, tu fais vraiment tout, tout, tout avec SEMrush? Ouais, moi maintenant, j'ai décidé, je l'ai utilisé Screaming Frog, mais l'outil de crawl de SEMrush fait le taf. Mhm. Honnêtement, il fait le taf. Ok, Après, top. peut-être qu'il y a d'autres personnes qui te diront qu'il est moins bien que SEMrush, enfin que SEMrush est moins bien que Screaming Frog pour le côté technique. C'est peut-être vrai, mais comme je te disais juste avant, en fait, moi, je préfère pas passer trop de temps sur les audits et finalement aller directement sur le site du client et le travailler. Donc finalement, SEMrush, pour moi, c'est largement suffisant. Ok, top. Bon, bah, du coup, les auditeurs seront au courant. Prenez SEMrush, quoi. Il y a pas trop Après, de. c'est mon humble avis, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent Majestic, Screaming Frog, il y a plein d'outils qui sont super, hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bah, puis de toute façon, ça dépend peut-être aussi comment dire, des différents profils de clients ou de cas qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a des outils qui vont être peut-être un peu plus sympas pour des sites avec énormément d'URL. Enfin, ça dépend, quoi. Par exemple, si on prend la version gratuite de Screaming Frog, elle est superbe, mais si on tombe sur un super site avec 10 000 URL, bah, la version gratuite, elle est limitée à 500. Donc, par exemple, voilà, ça fera le taf pour les petits sites, quoi. Ouais. Mais non, mais sinon top. Est-ce que tu aurais un cas d'école SEO à nous partager qui t'aurait marqué? Donc que ça soit un cas que tu avais eu en freelance, que vous avez eu en agence, ou un cas externe tout simplement dont tu as entendu parler. Je pourrais éventuellement
Je pourrais parler de deux cas. Je vais parler du premier cas. Donc, c'était le premier site que j'ai référencé qui s'appelle Concoursup. Mhm. C'était un site, et ça l'est toujours, de vente de formation pour préparer les concours des grandes écoles de commerce. Ouais, Et donc, c'était comme tous les sites SEO, et il y en a beaucoup, c'est un site de niche. Et c'est assez intéressant comment, en connaissant bien le SEO, on peut venir se positionner relativement rapidement et avoir du trafic qualifié. Et je vais te raconter une petite histoire là-dessus. C'est que il y a quelques mois, j'avais coupé les inscriptions parce ouais. que j'avais oublié que j'avais ce site. Et les concours sont arrivés et j'ai reçu des appels tous les jours quasiment pour excusez-moi, je n'arrive pas à payer sur votre site, comment on fait? Alors que je faisais aucune publicité. Prenez Donc, mon donc, argent, s'il vous plaît, monsieur. voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, ça montre quand même l'utilité du SEO. Ça faisait au moins 1 an et demi que je m'en étais plus du tout occupé, mais vu qu'il était déjà référencé, bah, j'étais toujours premier sur certaines requêtes qui fonctionnaient bien. Et du coup, le deuxième, bah, je parlerai du site de l'agence, hein, du coup, SEO Monkey. Si vous voulez aller voir, j'ai vraiment mis tout ce que je savais en termes de SEO. Donc, beaucoup de choses se voient, hein. Mhm. On pourra en reparler, mais par exemple, un footer avec un sitemap, pour que Google puisse lire toutes les URL sur une seule page. Un header bien optimisé sans trop de méga menus pour vraiment mettre en avant les landing pages qu'on souhaite mettre en avant. Ouais. Sur la rubrique blog, un sidebar avec également juste les URL qu'on essaye de plus mettre en avant. Donc ça fait du maillage interne, même lorsqu'on met pas de backlink au sein des, au sein des textes. Ouais, c'est clair. Des images optimisées en format SVG, une version responsive. Donc voilà un site dont je suis assez fier et franchement, enfin, je pense qu'on peut pas mal s'en inspirer en termes de SEO. C'est un site qui est fait pour se référencer. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui parce que c'est très concurrentiel, bien sûr, Ouais. la niche agence SEO. Ouais, ouais. Mais je sais que j'ai tout fait, enfin, je mets tout en place pour que ça se référence dans les années à venir, on va dire. Hmm. Ah, mais c'est vrai que la niche agence SEO, quand tu y réfléchis 2 secondes, c'est vraiment les personnes les plus compétentes en SEO qui vont se battre pour une paire de mots-clés, la même paire de mots-clés. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la plus évidente. Et on dit souvent les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et je pense qu'en SEO, c'est beaucoup le cas. Enfin, peut-être pas sur l'aspect, on va dire, technique, parce que voilà, n'importe qui sait à peu près ce qu'il faut faire pour avoir un bon site rapide, etc., peut le faire. Il n'y a pas de concurrence. Mais sur l'aspect positionnement, c'est sûr que c'est un peu la guerre, quoi. C'est clair. Si on parle un peu du futur, pour toi, est-ce qu'il y a des tendances SEO qu'il faudrait observer pour les prochaines années ou même pour les prochains mois? Ouais, moi j'ai remarqué qu'il y avait une niche actuellement qu'on pourrait presque exploiter en grosse en SEO, c'est le SEO local, Ouais, donc Google My Business, ouais. qui permet en très peu de temps d'avoir énormément d'impressions. Mhm. Si on, voilà, donc il y a clairement des choses à faire sur le SEO local. Euh, et puis après, globalement, ouais, je parlerai du SEO local ouais, pour répondre à ta question. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que le SEO local, c'est hyper intéressant. Tu vois, je m'y suis jamais vraiment penché. Bon, je savais plus ou moins que voilà, fallait faire un compte Google My Business, obtenir des citations, bien optimiser son GMB. Et, euh, et c'est vrai que je l'ai fait là récemment quand j'ai lancé mon site vitrine. Et je me suis appelé Paul Vonjon, consultant SEO Lille, tu vois, justement. Comme je fais mes cours à Lille, je me suis dit, c'est peut-être un peu plus simple à cibler que Paris dans un premier temps, en tout cas. Et en vrai, j'ai été assez choqué parce que j'ai pas eu de, j'ai pas, comment dire, j'ai pas trouvé de client encore grâce à ça, mais je me suis référencé, je crois, troisième en vraiment peu de temps sur cette requête. Et c'est vrai que ce qui apparaît en premier, c'est vraiment les résultats locaux. Quand tu fais une recherche, enfin, mots-clés plus nom de la ville, à chaque fois, c'est ça presque. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Je me suis dit, mais en fait, même si par exemple, tu viens de trouver un client, s'il a un business local et qu'il n'a pas encore fait ça ou qu'il l'a fait, mais qu'il n'a pas encore optimisé vraiment son Google My Business à fond, je me dis, c'est quand même une des premières actions à faire parce que ça apporte des résultats rapides, quoi. Puis c'est des recherches super qualifiées, quoi.
C'est ça. C'est des résultats extrêmement rapides et la concurrence est relativement faible encore sur Google My Business. Hmm. Non, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Super intéressant. Alors là, j'ai une question un peu bonus. J'y ai pensé au cours de notre conversation. Euh, Toi, enfin vous, plutôt à l'agence, vous êtes plutôt white hat ou black hat? Alors, disclaimer, ça veut un peu tout et rien dire, parce que c'est vrai que tu achètes un lien sur une plateforme, un truc, ça y est, tu es considéré comme black hat. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et comment est-ce que vous vous positionnez, vous, chez SEO Monkey? Alors nous, on est 100% white hat, bien que je ne considère pas l'achat de liens comme du black hat, Mhm. à condition que ça soit de l'achat de liens de sites qui ne sont pas faits pour faire du netlinking. Ouais, D'ailleurs, on peut acheter des liens aujourd'hui sur les plus gros sites, type les sites de médias, ouais, Le Parisien, Les Échos, La Voix du Nord. Donc, c'est pas forcément du tout du black hat. Mais par contre, voilà, en fait, pourquoi on est white hat? Parce qu'on est persuadé que faire du black hat, c'est prendre des risques. Et c'est aussi une façon de justement d'essayer de se positionner très rapidement, mais de pouvoir tout perdre par une pénalité et potentiellement voilà, de ne pas justement suivre cette logique qui est la nôtre chez SEO Monkey, de capitaliser sur le long terme. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ah, mais je comprends tout à fait. Surtout que, alors quand je disais que acheter un lien, c'était black hat, parce que si on prend vraiment la définition littérale, tu vois, on va dire, enfin pour moi non plus, c'est pas du tout black hat, mais si tu prends la définition qui est en gros, dès que tu sors des guidelines de Google, c'est du black hat. Dans ce cas, ça l'est, mais c'est vrai que il y a des choses, bon, limite, dès que tu fais du SEO intentionnellement, ça va être black hat parce que du coup, c'est fake. Enfin bref. Ouais, C'est, voilà, c'est ça. euh, C'est que dans ce cas-là, on va dire qu'il y a énormément de techniques black hat qui seront jamais pénalisées par Google parce que ouais. c'est complètement invisible de Google. Par contre, il y a des techniques black hat type comment dire, du netlinking abusif avec des VPN par exemple, qui peuvent être dangereuses. Type, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais lorsqu'on vient prendre des textes et qu'on vient changer tous les mots grâce à des logiciels avec des synonymes, Ouais, le content ça, ça, spinning. ça peut être dangereux. Voilà, c'est ça le spin. Ça peut être dangereux aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a énormément de techniques black hat. J'ai même parlé avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a une agence SEO à Madagascar qui fait que du black hat. Ouais. Euh, il m'a dit des choses assez incroyables. Le type, ils inventaient des scripts qui permettaient de simuler des visites sur leur site. Oh, Typiquement, voilà, une fausse visite qui dure suffisamment longtemps pour que ça soit considéré comme une visite qualifiée. Ils l'ont balancé toutes les 2 heures indéfiniment. Mais tout ça, pour moi, c'est juste jouer avec le feu et finalement, ça n'a aucun intérêt. En ce cas-là, faites de la publicité si vous voulez avoir des résultats rapidement. Enfin, le SEO, pour moi, c'est une façon de capitaliser, c'est pas une façon d'aller vite. Ça peut pas aller de pair, en fait. carrément. Complètement d'accord. Surtout que faire du black hat pour son site, c'est une chose, mais en faire pour le site des clients, c'est autre chose, quoi. Et disons que c'est un peu bête. Bon, après, je connais pas les pratiques de toutes les agences, de tous les freelances, etc. Mais je me dis que dans le lot, il doit bien y en avoir qui font ça, tu vois. Peut-être pour apporter des bons résultats, des bonnes montées de position rapides au premier client, que sais-je. Mais c'est vrai que enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit le bon raisonnement à avoir, parce que si c'est pour faire une presta, que le client soit content sur le moment, que vous arrêtiez de travailler ensemble ou que vous continuez, mais bref, dans 2 ans après, il prend, euh, il prend une pénalité filtre ou que sais-je de Google, c'est un peu bête, quoi. C'est clair. C'est pour ça que c'est hyper important SEO de bien expliquer, je pense, quand tu commences à travailler avec des clients, comment ça fonctionne en fait. Ouais. Parce que des fois, il y a des clients qui peuvent venir avec des exigences. Et on est presque obligé, nous, consultants SEO, de passer un moment à les former, entre guillemets, au SEO, même si ils n'ont pas besoin d'être formés parce qu'ils en feront jamais, mais pour Mhm. au moins qu'ils comprennent ce qu'on fait, nous, et Ouais. qu'ils aient pas justement ce genre d'exigence qui, en fait, demande du black hat et finalement n'a aucun intérêt pour eux. Mhm. Non, non, carrément. J'avais entendu, alors je sais plus qui l'avait dit exactement, mais que, en gros, un SEO qui ne savait pas apprendre le SEO,
c'était pas un bon SEO, tout simplement, parce que limite, on va dire, je sais pas, 30% du métier, c'est ça, c'est quand tu as quelqu'un au téléphone, lui dire, voilà, ne serait-ce que lui expliquer les trois piliers que tu as cités tout à l'heure, technique, contenu, popularité, pour qu'il comprenne ah, pourquoi on fait ça, etc. Pourquoi est-ce qu'on va pas plus vite en faisant ça, en évitant de faire ça. Et puis surtout, éduquer, je pense, sur le fait que c'est hyper long terme, quoi. C'est pas... voilà, t'en as qui veulent... parce qu'en fait, le SEO, j'ai l'impression que ça devient un peu à la mode, tu vois. Disons que je pense que c'est de plus en plus médiatisé, tu vois, par exemple sur YouTube, des, euh, des réseaux comme ça. C'est vu vraiment, c'est un peu sacralisé aussi, parce que c'est vrai, en vrai, en SEO, une fois que tu es bien positionné, que tu fais quand même un travail d'alimentation continue en contenu, en netlinking, tu peux avoir des résultats vraiment exponentiels, qui font que de croître, sans trop investir au bout d'un moment. Euh, mais en vrai, bon voilà, faut pas croire que ça se fait en 2 semaines, quoi. C'est clair, mais après, tous ces gens-là sont aussi capables d'aller investir en bourse, par exemple, des milliers d'euros en bourse. Et en fait, c'est exactement la même logique. Quand tu investis en bourse, quand tu achètes une action, tu vas pas demander 30% de rentabilité dès le premier mois. Ouais. En fait, le SEO, je peux vous le dire, je pense que tu le sais aussi, la rentabilité, elle est bien plus forte que la bourse si vous faites bien les choses, si vous investissez intelligemment. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est exactement comme la même logique que la bourse. Vous montez une entreprise aujourd'hui, elle est totalement digitalisée, ça s'appelle un site internet, et vous allez le faire grimper sur Google de mois en mois. Et ce site internet, c'est un actif qui va vous rapporter des revenus passifs exactement comme le fait la bourse. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être prêt à investir suffisamment pour pouvoir justement comme la bourse, profiter de dividendes, entre guillemets, aux ventes sur vos sites ou à la collecte de leads. Carrément. Carrément, carrément. Et comme la bourse, au départ, si on ne connaît pas grand-chose, vaut peut-être mieux demander à quelqu'un qui a un peu d'expérience plutôt que de faire, entre guillemets, n'importe quoi. Même si, encore une fois, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez tous plus ou moins agir avec du bon sens, notamment écrire du bon contenu. Techniquement, si tu écris du bon contenu, au pire, tu ne te positionnes pas, mais ça va pas flinguer le site, normalement, a priori. Donc voilà. C'est vrai. Je pense qu'il y a deux choses là-dessus. La première, c'est comme tu dis, il vaut mieux se faire accompagner lorsque, par exemple, on a un gros site, parce que c'est vrai qu'une petite connerie va avoir de grosses répercussions au SEO. Typiquement, si on commence à toucher au maillage, si on commence à changer des URL, ça peut faire plonger un site. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il faut faire attention. Et également, en fait, tout simplement, est-ce que vous préférez investir votre temps à vous former au SEO ou est-ce que vous préférez continuer à développer le business et à déléguer cette tâche? Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de se former au SEO, c'est qu'on est tout petit, qu'on lance une boîte qui a quasiment rien de prêt encore Mhm. et que voilà, on se dit, bon, bah, je vais m'investir dans le SEO, je vais prendre des compétences dans le SEO et je vais avoir des résultats dans quelques mois. Mais sinon, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à passer des heures et des heures sur votre SEO au risque de faire des bêtises et au final de délaisser certaines tâches qui, elles, seront beaucoup plus importantes pour un business qui est déjà lancé finalement. Ouais, carrément. Ouais, donc en vrai, soit recourir à des personnes externes, ou alors si vraiment vous avez les moyens, recruter un SEO en interne, ou plusieurs SEO. Il y a beaucoup d'annonceurs qui font ça. Et c'est vrai que ça évite d'avoir quelqu'un qui se retrouve un peu à tout faire, qui fasse, enfin, qui s'occupe du marketing digital en général et qui est peut-être pas forcément des super compétences, connaissances en SEO. Ça peut être tout sauf bénéfique aussi dans certains cas, quoi. Non, non, c'est clair. Ok, bah écoute, Antoine, je ne sais pas si tu as d'autres points que tu souhaiterais aborder. Si tu en as, moi, ce serait avec plaisir. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon petit tour de toutes ces questions-là. Mm, mm, Non, mm. bah, c'est vrai que moi aussi, je trouve qu'on a bien ratissé le SEO. Là, on est plutôt large. En tout cas, vraiment, merci d'avoir accepté l'interview. Ça fait franchement plaisir d'avoir un profil comme toi, jeune, qui a déjà son agence, etc.
et qui est confronté peut-être à des premières problématiques d'agence, je trouve ça intéressant. Et puis, bah, écoute, franchement, au plaisir de te revoir sur la chaîne si nécessaire, et puis s'il y a des sujets intéressants qu'on pourrait traiter tous les deux peut-être plus en profondeur. Et puis, et bah voilà, merci, Merci beaucoup à toi, Paul, pour l'invitation. carrément, bah, je t'en prie.